Bonjour à tous et bienvenue dans Code de Ciné, l'émission de vulgarisation des termes cinématographiques. À l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes bientôt le 31 octobre. Et qu'est-ce qui se passe le 31 octobre ? Et je pense qu'il est temps de profiter de l'occasion pour entamer ma série de Code de Ciné spéciale sur les genres cinématographiques. Quand on parle de genre cinématographique, on parle d'une manière de classifier les films selon leurs principales caractéristiques, selon leur scénario, les sujets qu'ils traitent, mais surtout comment ils les traitent. Et quand j'ai commencé mes Codes de Ciné, je voulais faire une analyse sur les genres cinématographiques connus. Et au vu du contexte, je pense qu'il est de bon ton de commencer avec... devinez. Le genre de l'horreur. Alors, qu'est-ce que le cinéma d'horreur ? Le cinéma du genre horrifique, c'est un cinéma qui est censé nous évoquer des sentiments de répulsion, de dégoût, de tension, mais surtout de peur. À ce titre, on distingue deux catégories de films. Les films d'épouvante et les films gore. Oui, à tous ceux qui vont me dire « Ouais, mais le cinéma d'horreur et le cinéma d'épouvante, c'est pas la même chose », non. Le cinéma d'épouvante est une catégorie du cinéma d'horreur. Le cinéma d'horreur, c'est le cinéma qui va axer son propos sur la peur, sur l'émotion en elle-même. Et en général, le cinéma d'épouvante va s'établir sur 3 étapes pour créer de la peur. Oui, je sais. J'en parle plein de fois de ces 3 putains d'étapes dans mes critiques. Mais promis, c'est la dernière fois que j'en parle. Donc, reprenons. La première étape consistera à manifester la présence de la menace, montrer que ce que l'on doit craindre est là, de manière subtile. Ça peut être une ombre, un petit mouvement dans le décor, ou même un point de vue subjectif. L'important, c'est que l'on voie la menace sans être sûr de l'avoir vue. Comme un peu dans Annabelle 2, où on voit la première fois l'esprit sans se dire que c'est l'esprit. La deuxième étape consistera à mettre le personnage victime de la peur en difficulté. Que ce soit physiquement, psychologiquement ou situationnellement, un personnage handicapé sera toujours une nouvelle source de tension. En effet, un personnage qui aurait le total contrôle sur la situation n'aurait pas de raison d'avoir peur, et pour le coup, nous non plus, nous n'aurions pas peur. Bon, une autre condition pour que cette étape marche, c'est la notion d'empathie. Parce que si on nous met un personnage détestable à suivre, forcément on n'en aurait rien à faire. Troisième étape, la surprise. C'est l'étape cruciale. C'est l'étape du terrain de jeu du réalisateur, celui où il pourra exprimer son art. C'est à ce moment-là que l'on doit ressentir la peur, que l'explosion de peur doit arriver. En fait, la troisième étape, quelque part, c'est le point de rendez-vous entre le réalisateur et le spectateur. Ceci dit, quelques exemples illustratifs ne seraient pas de trop. Premier exemple, Conjuring de James Wan, la scène de la cave. Décortiquons la scène. Caroline Perron se retrouve enfermée dans la cave. Bon, déjà, la pièce est menaçante, mais tout à coup, la menace se manifeste par le ballon. Étape 1. Par la suite, Caroline va tenter de s'échapper, mais se retrouvera enfermée, et qui plus est, enfermée dans le noir. Étape 2. Et attention... Alors, reprenons pourquoi la surprise est réussie. Pendant la scène, on nous fait comprendre que le démon est dans la cave. Les événements, les angles de caméra et l'agencement de la pièce nous indiquent que l'attaque va venir des escaliers, que c'est là que va surgir la menace. Sauf que... Étape 3. Deuxième exemple, Halloween de John Carpenter. La dernière scène d'attaque. Ici, nous avons affaire à un agencement moins direct. L'étape 1, c'est le moment où Myers se relève. On le voit en arrière-plan, pas de musique, ni rien. On a envie de hurler à Laurie de se retourner ou de courir le plus vite possible. Problème, fatiguée et persuadée d'en avoir fini, elle ne se retourne pas et n'a pas conscience du danger, ce qui la met automatiquement dans l'étape 2. Puis après, Carpenter va nous enchaîner de petites surprises comme l'attaque sur Laurie ou la posture de Myers. Mais la vraie surprise se cache au moment où tout se termine. Troisième exemple, Rec de Jaume Balagueró et Paco Plaza. La scène du grenier. Remettons-nous dans le contexte. Angela Vidal et Pablo, son caméraman, doivent survivre à une épidémie de zombies qui gagne tout un immeuble. Durant la dernière partie du film, nos reporters se retrouvent dans un grenier où ils pensent être en sécurité. Sauf que... Étape 1. Manifestement, ils sont dans une merde et surtout plongés dans le noir. Étape 2. Enfin, et c'est là où ça devient intéressant, la menace arrive. Sauf que ce n'est pas du tout la menace qui nous a été montrée. Accentuant la tension et nous prenant par surprise. Étape 3.
Voilà pour le principe des films d'épouvante. Bien entendu, les films d'épouvante n'ont pas besoin de suivre ces codes à la lettre, mais ça reste une bonne base pour un bon frisson. Il existe également le sous-genre de l'horreur qui sont les films gore, et où on a... Kaz ? Oui, c'est bien moi. Alors comme ça, monsieur veut parler de films gore et ne pense même pas à son psychopathe d'ami pour en parler. C'est quoi ce bordel? Bah... Je pensais surtout que t'avoir fait interner m'aurait débarrassé de toi. Écoute, Draghi, tu le sais que je t'apprécie beaucoup, tu es un grand cinéphile, je te l'admets, mais quand ça concerne les films gore, tu es un bleu. Donc retourne auprès de tes films mignons, me fais pas chier et laisse faire le pro. Non mais attends, c'est quand même mon... Mais oui, c'est cela. Maintenant parlons des films gore. Le film gore, contrairement au film d'épouvante qui est un autre sous-genre de l'horreur, ne consiste pas vraiment à faire peur au public. Il a pour but d'écœurer, répugner ou dégoûter, avec des scènes plutôt sanglantes et violentes, mais qui ont parfois tendance à être plus souvent acceptées quand elles sont tournées de façon parodique ou humoristique, et que ça devienne limite des comédies ou des divertissements. Mais dans les films gore, ce qu'on va attendre le plus, c'est surtout voir la mutilation et la destruction du corps humain. Par exemple, des membres sectionnés, arrachés, brûlés, torsionnés, toi-même tu sais. Mais comme on pourrait s'en douter, les films gore, eux aussi, ont leur propre code. Ce n'est pas vraiment les mêmes que les films d'action, comédie ou les films d'épouvante pour rester dans le thème de l'horreur, mais ils possèdent leur propre code. On peut penser qu'un film gore est juste un but sanglant, mais il ne peut être bien plus réfléchi et plus intelligent que l'on peut le penser. L'un des codes les plus utilisés dans le film gore, ce sont les giallis. Les giallis, ce sont des scènes excessivement sanglantes, avec une musique plutôt angoissante qui va rendre le film davantage malsain qu'il ne l'était déjà. Mais bon, les films d'horreur gore ont pour réputation d'être des nanars ou au mieux des grosses bousasses. Ce qui n'est pas très rassurant quand on est fan de ces films. Mais pour vous prouver que ce n'est pas une règle générale, je vous ai trouvé 3 films qui pour moi sont une exception aux films gore et qui méritent d'être vus. Le premier film que je vais parler est le film Battle Royale, qui est un film japonais qui est plutôt dans le style survival horror et qui est l'un des sous-genres des films d'horreur. Il parle d'un groupe de jeunes ayant été choisis pour participer à cette aventure style Hunger Games, mais en bien plus gore. Chaque participant reçoit un sac contenant une arme différente, pouvant aller d'une poêle à frire à un putain de lance-roquette, et devront se tuer pour qu'il ne reste qu'un seul survivant. Je vous laisse imaginer le massacre que c'est. Le second, qui est sûrement un de mes préférés, le film Saw, qui d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les tortures pratiquées dans ces films, je vous invite à aller voir ma chaîne. Saw est pour moi l'un des meilleurs car on voit son antagoniste qui est tout aussi bien psychopathe mais aussi réfléchi. Jigsaw, qui est le tueur, torture ses victimes sous forme de jeux plus ou moins gore pour leur montrer une nouvelle philosophie de vie, car ces victimes ne sont pas choisies au hasard. Chaque victime est reliée à la suivante d'une manière ou d'une autre, avec comme seul but de jeu de survivre et montrer sa volonté de vivre. Le troisième film que j'ai donc choisi est Guinea Pig 2. Car oui, ce film appartient à une saga contenant 6 films, toujours plus gore que le précédent. Par exemple, on voit clairement le médecin trancher le corps d'une patiente avec différents couteaux, tandis que la patiente est attachée et éveillée sur la table. Ce film a fait tellement polémique que certains ont réellement pensé que c'était un meurtre et non un film, et ont fait demander à envoyer le FBI auprès du réalisateur pour prouver que c'était bien un film avec des effets truqués. Bon, maintenant que ceci est terminé, je pense qu'il est temps d'aller vous montrer ma Oui ben, tu m'excuseras Kaz, mais ça reste quand même mon émission. Vous l'aurez compris, le genre de l'horreur est un genre cinématographique dont le but est soit de vous effrayer, soit de vous dégoûter. Et c'est un genre qui a utilisé pas mal de sources basiques.
Des films de fantômes, de vampires, de slashers, d'extraterrestres, il y en a vraiment trop pour que je puisse en faire une liste exhaustive. D'ailleurs, plutôt que de sélectionner quelques exemples qui ne seraient pas illustratifs, j'ai décidé de faire une petite chronologie du cinéma d'horreur afin que vous ayez une idée de son évolution. Qui sait, quelques-uns de ces films pourraient vous servir en tant qu'idée pour soirée halloweenesque. Voilà, c'était le code de ciné sur les genres cinématographiques. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, joyeux Halloween. Ciao! Stirred to strange emotions by its first sight of a woman.